On est en live. Top. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le tout premier live des jeunes CDH. On est mercredi midi et on va vous proposer toutes les semaines un rendez-vous comme ça le mercredi à midi pour décoder l'actualité. Donc voilà, aujourd'hui c'est nous deux qui nous en chargeons et on va décoder avec vous donc toute une série de points, notamment que vous avez amenés par commentaire hier et encore ce matin, et des points qui sont dans l'actualité et que vous allez probablement voir passer dans la journée. Je ne sais pas si je vais vous présenter Pauline Meunier, qui est conseillère communale à Mons et membre jeune CDH depuis super longtemps. 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais. Elle a été aussi présidente de l'UNECOF, donc elle a une belle vision aussi de tout le monde étudiant, Ouais. notamment. Mhm. Et moi, je suis président des jeunes CDH, Christophe de Beckeler. Et je fais un à Woluwe. Je sais jamais lequel de Woluwe, mais à Woluwe. Woluwe Saint-Pierre. Saint-Pierre, voilà, c'est ça. N'hésitez pas donc pendant tout ce live, il va durer une vingtaine de minutes, de bien commenter et de vous proposer vos sujets. On a notre écran juste devant nous, donc on peut y répondre directement. Alors moi je voulais peut-être aborder un tout premier sujet pour commencer, c'est la une de l'Écho aujourd'hui qui a été reprise dans pas mal d'autres journaux. C'est la Commission européenne qui flingue la Belgique par rapport à notre fonctionnement, l'inertie qu'on a par rapport à la multiplicité de nos gouvernements, le manque de réformes profondes qu'on a, les problèmes de mobilité qu'on a en Belgique. Donc vraiment le rapport est assez négatif sur notre manière de gérer le pays. Bah oui, je crois que c'est un problème qui est quand même identifié depuis maintenant quelques années, c'est le problème d'efficience. C'est le fait qu'il y a des domaines où on investit énormément d'argent, on investit énormément de personnel, des grosses parties de l'administration, et on estime qu'il y a un problème vraiment, oui, d'efficience et de ratio par rapport à l'investissement. Et donc, je pense que c'est légitime. Bon, je sais pas si c'est vraiment les points qui ont été mis en avant précisément, mais globalement, dans notre fonctionnement institutionnel et dans notre fonctionnement politique, on a un vrai problème d'efficience par rapport à l'argent investi, quoi. Ouais, et alors il parle vraiment des réflexions qu'il y a au niveau de l'énergie et Les voitures de des société. voitures de société aussi, gros système qui est remis en cause. Ouais. Ça c'est vraiment un truc, moi je suis assez d'accord, les voitures de société c'est un système qui doit vraiment disparaître. Par contre, ce qu'on va faire attention, c'est en éliminant les voitures de société, en fait on alourdit aussi les charges au travail par la même occasion, donc on est obligé de faire en même temps une réduction des coûts du travail. Ouais, tout à fait. Il y a plein d'options qui le permettent, qui sont assez techniques, mais donc quand on pense éliminer les voitures de société, c'est juste, mais on doit penser avec ça, réduction du coût du travail, c'est vraiment important. Non, je suis assez d'accord, et je trouve qu'à l'heure actuelle, une voiture de société c'est une aberration. Maintenant c'est hyper confortable pour les gens qui en bénéficient, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu de courage politique pour pouvoir Ouais, s'attaquer à ça. Mais donc je crois vraiment que c'est une aberration et que c'est un peu anachronique d'encore encourager les voitures de société aujourd'hui. Et puis il y a évidemment toute la question sur les alternatives qu'il faut aussi développer, quoi. Mais le rapport de la commission, pour être vraiment clair, il parle aussi beaucoup de manque de coordination entre les gouvernements. Et ça, je pense, par exemple, moi qui suis bruxellois, je le vois, c'est hallucinant de voir toutes les structures qui cohabitent à Bruxelles, entre les communes, les régions, les ASBL paracommunales, les OIP, le fédéral, le Belliris, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOM, la COCOF. On n'en sort plus, même moi, il y a plein d'éléments, je ne sais même pas les expliquer alors que Et donc, je suis en fusion des politique 19 depuis communes longtemps. Ah ouais, là, c'est ça. Non, les rapports montrent bien que fusionner les 19 communes, ça n'aurait pas de sens. Par contre, harmoniser les compétences, par exemple, tout ce qui est mobilité doit passer au niveau régional. Il faut aussi avoir une réflexion sur tout ce qui est fiscalité. Et puis plus de légèreté dans la collaboration, parce que je crois aussi que s'il y a des problèmes de collaboration entre niveaux de pouvoir ou entre les communes ou entre les zones de police, c'est aussi parce qu'il y a une lourdeur administrative une lourdeur du process qui est très problématique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut un peu plus de simplicité dans ce monde de la politique. Tout à fait. Alors peut-être prochain sujet. Moi, ce que je pense important d'aborder aujourd'hui aussi, c'est une proposition de loi, je sais qui te tient à cœur parce que tu connais bien Vanessa Matz qui la porte. Oui, bien, je la connais. Et en tout cas, donc Vanessa Matz porte une proposition de loi qui concerne le revenge porn. Donc c'est, pour en dire en deux mots, vous tournez un moment un peu intime avec votre conjoint, vous vous séparez et pour se venger parce qu'il veut vous humilier publiquement, parce qu'en général c'est quand même dans le sens de l'homme vers la femme, le publie à votre insu et le fait tourner à votre entourage pour vous mettre dans une position, dans le but d'humilier ou de se venger. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est
qui est gravissime quand ça t'arrive. Donc quand ça détruit ta vie, ton image de toi, ça affecte ton entourage, ta respectabilité, c'est vraiment le but de la manœuvre. Et donc Vanessa Mats porte à l'heure actuelle une proposition de loi qui est vraiment très utile et très saine, c'est de durcir les sanctions dans le cas où on identifie vraiment que c'est une vengeance et que c'est dans cette optique-là, et notamment de spécifier les conditions du revenge porn pour mieux protéger les femmes à qui ça arriverait, quoi. Donc, mais moi je suis pas sûr que c'est tellement homme vers la femme, c'est, à mon avis c'est aussi dans le sens contraire. En tout cas, on sortira des statistiques, voilà. On va mettre d'accord. Mais... Regardez. Mais ce que je veux aussi mettre en avant moi avec ça, c'est que Vanessa elle travaille sur cette proposition de loi par exemple, qui en effet c'est la seule qui travaille là-dessus sur ce genre de sujet en Belgique, mais elle a abordé d'autres sujets aussi ces dernières semaines comme la banque climat, taxer les GAFA, et c'est tous des sujets à mon avis qui sont vachement importants, que et tout le monde quoi. voilà, et d'actualité, mais que personne ne prend vraiment au bras le corps parce que ça demande un vrai gros travail de fond, et pour ça Vanessa elle est top. Donc, donc bravo. Voilà, big up à Vanessa cette semaine. Alors, un petit sujet que j'avais noté qui concerne ma commune, c'est de Woluwe-Saint-Pierre. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu dans la presse qu'une échevine chez nous veut absolument modifier le terme papa-maman dans les formulaires d'inscription en crèche pour qu'on puisse simplement mettre parent 1, parent 2. Alors ça vient d'une discussion d'ailleurs que j'ai eu avec elle, ouais, mais aussi d'un cas vécu de terrain, que j'ai eu avec elle, c'est-à-dire que c'est des parents homosexuels qui ont inscrit leur enfant en crèche et qui ont reçu de retour de la commune une lettre où il y avait marqué cher monsieur, chère madame. Donc évidemment, quand on est parent homosexuel, c'est assez désagréable d'être appelé madame ou monsieur selon le cas. Donc je trouve que l'idée est chouette de se dire il faut que toutes les familles soient accueillies. Par contre, sur la manière, j'aime pas trop. Moi, je trouve c'est vraiment important qu'on garde quand même cette différence. Ça fait vraiment la richesse de notre existence, cette différence homme-femme, grand, petit, gros, mince, blond, brun. Enfin, toutes les différences sont importantes à mettre en avant, je trouve, sans discriminer justement, mais en les voyant comme une richesse. Et donc ma proposition, ce serait plutôt de mettre, au lieu de mettre parent 1, parent 2, de mettre papa, maman, et alors on peut entourer ce qui nous convient. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Et enfin voilà, je pense qu'à un moment, on va pas continuer à se braquer pour de la symbolique. Donc je veux dire, en tant que couple hétéro, évidemment, il faut penser à l'inclusion. Et c'est pas comme si un couple hétéro tenait absolument à n'avoir que papa et que maman à la bonne case. En plus, je suis sûre qu'en général, c'est d'abord la case papa, puis la case maman. Et donc ça, c'est un autre débat. Mais oui, non, enfin, je trouve que franchement, c'est pas du tout problématique pour moi. Et de nouveau, enfin, je comprends pas l'emballement qui peut se faire. Oh mon Dieu, je vais plus m'appeler maman, je vais m'appeler parent 1 ou parent 2. Enfin, voilà, pour moi, c'est une dynamique d'inclusion, c'est une bonne chose, et ta proposition règle le problème. Donc, c'est encore un faux débat où j'ai un peu l'impression qu'on s'excite pour rien, quoi. Donc, ouais, en France, ça fait énormément débat à l'Assemblée nationale, ouais. C'est un gros truc. Et ici, elle est sortie un peu comme ça, sans trop consulter les collègues. Donc, on va en discuter avec elle de manière posée. Next. On a dit quoi? Next. Est-ce qu'il y a des réactions, quelque chose auquel on réagirait? Donc, je sais pas si on suit. Non, on a des gens qui nous suivent, mais qui commentent pas fort là pour le moment. Donc, mais voilà, enfin, n'hésitez pas s'il y a un point en particulier sur lequel vous voulez revenir. S'il y a, est-ce que vous êtes d'accord avec le concept parent 1, parent 2? Est-ce que vous estimez que, en effet, on n'est pas assez efficace? Ou est-ce que vous estimez que précisément, les voitures de société, vous y tenez à fond et il n'est pas question d'y toucher? N'hésitez pas à réagir, et même on pourrait utiliser vos positions dans d'autres cadres, quoi. Donc vraiment n'hésitez pas. Alors on peut parler un peu de la liste d'Estex. J'ai ouvert Twitter ce matin, on parle que de ça pour le moment, donc à mon avis c'est intéressant qu'on commente le truc. Donc oui, notre très cher sénateur sans limite, Alain Destex, donc qui était jusqu'à ce matin un membre du MR, décide donc de lancer sa propre liste pour les régionales. Je sais pas s'il fait ou fédéral ou je sais pas l'étendue du projet, mais donc voilà, il lance sa propre liste, un mouvement qui se veut la NVA francophone, sans le séparatisme.
Donc voilà, je trouve que c'était un peu prévisible. On a vu que quand même il y avait des grosses divergences, qu'il y a un courant de Stex et d'autres membres du MR et penseurs au MR qui rejoignent ce courant-là. Je trouve assez regrettable. C'est pas des valeurs qui fondent le vivre ensemble. C'est à l'opposé du projet du CDH. Maintenant, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à dire, c'est que moi je viens du Hainaut, donc je viens de la ville de Mons. Le site résistance.be, je me souviens avoir fait un travail en bac 2 ou bac 3 sur la présence des micro-partis d'extrême droite. Il y a une niche dans le Hainaut qui est à 17% de vote d'extrême droite. Et que si potentiellement... si potentiellement il y a un parti qui arrive à unifier l'extrême droite, il y a des niches qui peuvent monter très très haut. Et donc voilà, la question ce sera, est-ce que il y aura vraiment une unification des votes, de ce vote d'extrême droite derrière cette liste de Stex, ou est-ce qu'il y aura encore cette guéguerre, Modric Kamen, machin. Donc moi ça m'inquiéterait beaucoup parce que ça peut vite monter très haut si vraiment il y a une demande d'extrême droite, et ça c'est dramatique, mais en Wallonie, et il y a un vote qui est là, qui n'a plus qu'à être cueilli, et c'est très inquiétant et c'est regrettable pour notre vivre ensemble et pour les valeurs qu'on essaye de développer. Mais c'est pas étonnant, enfin moi ça m'étonne pas du tout, et je pense que ça allait arriver de toute façon, qu'il y ait une émergence d'un mouvement, si c'est pas d'extrême droite parce que peut-être pas raciste ou quoi, ça faudra voir ce qu'ils développent comme programme, mais en tout cas de droite populiste, clairement quoi. Surtout qu'ils se revendiquent de la NVA wallonne quoi. Donc, Ouais, et le thème principal de leur parti, il le dit, c'est l'immigration, et donc moi je trouve quand même que ça c'est... je pense qu'ils n'ont pas bien compris dans quel monde on vit en fait. Hein. On va avoir dans les années qui viennent les réfugiés climatiques qui vont arriver en masse, qui vont bouger en masse en fait. Hein. Et donc en fait l'immigration elle est là, c'est plus une question de savoir si on est pour ou si on est contre, c'est l'immigration elle fait partie de notre vie, l'histoire humaine est liée à la migration. Comment on organise le vivre ensemble avec l'immigration quoi. Et comment en effet on la régule, c'est clair, il faut évidemment avoir il faut aménager ça pour que ça reste vivable pour tout le monde, mais aujourd'hui dire je fais un parti contre l'immigration, ça n'a aucun sens, ça va contre l'évolution naturelle ouais. Du mouvement de l'histoire, c'est ça. Mais je pense que c'est pas non plus inutile de se dire ok, les partis démocratiques ont la responsabilité de vraiment discuter ouvertement de la question de l'immigration, parce que justement sinon c'est d'autres partis qui sont plus radicaux, qui sont plus intolérants, qui vont s'en emparer. Et donc c'est notre responsabilité de parti démocratique de aussi à un moment dire bon les gars, c'est une réalité démographique et de fonctionnement de l'histoire, mais comment est-ce que on organise le vivre ensemble. Et ça c'est peut-être quelque chose où en tant que parti démocratique on a tous un peu foiré, c'est qu'on a un peu mis ça en dessous du tapis, et que maintenant il y a une demande de NVA, de Stex, etc. Et c'est pas sain quoi, c'est notre responsabilité je trouve aussi d'en parler ouvertement. Ouais c'est clair. Et moi ce que j'espère juste c'est qu'il n'y a pas trop de jeunes qui vont, parce que j'ai vu qu'il y a quelques jeunes du MR qui envisageaient de rejoindre peut-être ce parti, notamment en de ma commune, et vraiment j'espère qu'ils vont pas le faire quoi, parce que ce serait vraiment un très mauvais signal de montrer que même dans la jeune génération, et même chez nous les jeunes, il y a des gens qui pensent comme ça quoi. Donc, alors on a des réactions. Ouais, on a quelques réactions, notamment quelqu'un qui demande par rapport aux parents 1, parents 2, la question sur les non-binaires. Les non-binaires. Je sais pas trop ce que ça veut dire, moi. Les non-binaires, c'est que tu ne t'identifies pas ni l'un ni l'autre. Non-binaire, c'est que tu t'identifies pas comme un... Ah oui, ok. T'identifier comme papa, ça pour les implique que personnes non-binaires. Oui. Ok, ça va. Donc si tu t'identifies comme papa, ça implique que tu t'identifies comme homme. Et donc il y a évidemment toute une série de personnes qui refusent de s'identifier l'un ou l'autre, et donc qu'on appelle non-binaire. Donc, tu pourrais mettre une troisième catégorie. Après, je pense qu'on ne sait pas non plus dans ces formulaires aller jusqu'au dernier, à la dernière petite possibilité. Il faut à un moment donné aussi être efficace et arriver à avoir la toute grande majorité des cas, quoi, je pense. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. À voir comment est-ce que... Parce que c'est vrai que ça, parent 1, parent 2, répond à la question des non-binaires. Maintenant, heurte aussi toute une série de personnes qui trouvent ça très administratif de lier la parentalité à juste parent numéro 1, numéro 2. Donc je crois que c'est ça un peu qui choque. Opinion que je ne partage pas, mais que je peux comprendre. Après, c'est comment organiser administrativement les choses. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, Hubert Deschamps lui demande le rapprochement clairement affiché avec le CDNV veut-il dire qu'une alliance avec la NVA est plus à exclure?
En d'autres termes, entre l'opposition et une Suédoise, que choisira le CDH? Demandez à Maxime Prévost. Ouais, ça, franchement. On peut pas vous répondre. Je pense que la question c'est pas est-ce que oui ou non la NVA, déjà il faudra voir la sortie des urnes quoi. Si on a 55% des Flamands qui votent pour la NVA, on n'a pas le choix. À un moment c'est aussi ça la démocratie, c'est aussi d'écouter la sortie des urnes. Maintenant s'ils s'effondrent et qu'ils perdent la moitié de leur électorat, le signal est aussi clair. Donc je crois que vraiment avant de faire des plans sur la comète, on doit attendre le résultat des urnes je pense. Il y a 2 partis avec lesquels je ferai tout. Allez, 3 ou 4 maintenant avec le nouveau parti de Stex. Il y a 4 partis pour lesquels je ferai tout pour ne pas devoir aller dans une majorité ou travailler avec eux. C'est la NVA, le PTB, le Vlaams-Belang évidemment et la liste de Stex, je sais pas combien. Liste de Stex, il va s'appeler. Donc vraiment, il faut juste bosser comme des fous dans les 3 mois qui viennent, aller sur le terrain, expliquer aux gens, convaincre. Moi je le ferai à Bruxelles, j'espère que toi tu le feras dans le Hainaut, pour qu'on ne soit pas dans une situation où on doit faire ce bête choix entre l'opposition et la Suédoise. Maintenant, s'il faut le faire, eh bien, je suis bien content de ne pas être président de parti aujourd'hui parce que le choix c'est très compliqué. Donc voilà, on avait... Quelle est votre motivation en tant que jeune de vous lancer dans la politique? Voilà, vaste question. Moi je réponds toujours, c'est un peu une question de Miss Belgique, mais c'est l'envie de changer le monde quoi. Enfin, moi j'ai pris ma carte à 15 ans, quand t'as 15 ans tu fais pas par plan de carrière, tu sais même pas quelle option tu vas prendre en réto. Donc moi c'est juste envie, je me trouve qu'il y a toute une série d'inégalités, notamment sur la question des discriminations, la question du genre qui me concerne qui me touche en tout cas, pour laquelle je me bats particulièrement. Voilà, il y a toute une série de problématiques que j'ai envie de porter personnellement parce que mes tripes me disent putain c'est un scandale, ça dans la société ça pose problème et donc là il faut faire quelque chose. C'est un peu c'est bêtement cette réflexion de mais attends mais il faut faire quelque chose donc moi c'est ça qui me porte en règle générale, mais je pense que c'est très personnel et que je sais pas toi de ton côté comment t'es arrivé là. Moi je pense que comment je suis arrivé là, c'est plus après mes études. Moi je suis parti faire 1 an sur le tour du monde à vélo et paradoxalement quand je suis rentré je suis sur le micro ça Et paradoxalement, quand je suis rentré de ce tour du monde, je me suis dit, en Belgique, on a quand même trop de chance dans notre société. Il y a plein de choses qui se passent. On est une société vachement solidaire. Et j'ai vraiment eu envie de m'investir localement. Là, après avoir vu le monde, j'ai eu envie vraiment de m'investir localement. Ça, c'était la première démarche. Et puis aujourd'hui, ce qui m'a motivé notamment à me présenter aux élections régionales dans quelques mois, c'est bon, on le sent bien quand j'étais dans les manifs dans les rues de Bruxelles ces dernières semaines. On sent qu'il y a un truc qui bouge, la société a un tournant, on a ce défi climatique qui arrive à grands pas où tout le monde se dit waouh, comment est-ce qu'on va gérer. En même temps il y a des grosses demandes sociales, des gens et donc répondre à tous ces défis et sentir cette vibration d'un monde qui change, moi c'est ça qui m'a donné envie de me bouger. Alors, est-ce qu'on avait encore d'autres sujets? Il me semble que oui. La question la tirette, des têtes de liste. C'est vrai qu'il y a beaucoup tous les partis pour l'instant sortent avec leurs têtes de liste, annoncent un peu les têtes de liste. Et c'est vrai qu'il y en a où on voit beaucoup de femmes, d'autres où on voit beaucoup d'hommes. Et on nous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est équilibré comme casting? Et puis, est-ce que vous pensez que la tirette sur les listes, c'est-à-dire l'obligation d'avoir homme-femme, 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 jusqu'au bout de la liste, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour arriver à faire que la femme et l'homme trouvent leur place dans la société? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je trouve personnellement que les quotas c'est un mal nécessaire. Donc postulat de base. Quoi? Non, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment l'eau. Non, c'est vraiment un verre d'eau, ça. Ok. Et donc c'est un mal nécessaire parce que c'est jamais agréable en tant que femme de se dire je suis super bien placée, non pas parce que mon profil est extraordinaire, mais parce que je suis née avec un utérus et qu'il fallait une femme à cette place-là. C'est pas franchement super agréable comme position, mais à la fois en fait le problème c'est qu'il y a une inertie dans la société et notamment vis-à-vis du patriarcat, c'est que naturellement l'association entre la représentation du pouvoir et de la politique se fait naturellement avec un homme et pas avec une femme. Et donc si tu laisses la société évoluer petit à petit, c'est comme pour l'égalité salariale, si tu le laisses faire sans essayer de légiférer,
on arrivera à l'égalité salariale en 2130, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ce qui est important maintenant, c'est de se dire non, on va légiférer parce que la société n'évolue pas assez vite. Et la société à l'heure actuelle ne porte pas les valeurs qui sont celles qui la fondent paradoxalement. Et donc pour moi, c'est indispensable de mettre des quotas et de mettre la tirette parce qu'il y a toute une série de mécanismes de sociétaux et systémiques qui repoussent les femmes loin des sphères de pouvoir. Et donc on doit compenser ces mécanismes patriarcaux pour permettre aux femmes d'avoir une place en politique. Mais franchement, j'entends bien que c'est franchement pas la solution idéale et que moi je rêve pas de me dire oh génial, j'ai une place à quota, trop bien. c'est pas une ambition dans la vie quoi. Donc moi je pense que malheureusement on n'a pas eu le débat. Les équipeurs. On n'a pas eu le choix maintenant de faire les quotas parce qu'il faut arriver en effet, il fallait faire un breakthrough comme on dit quoi, vraiment faire une grosse avancée. Par contre, je pense que petit à petit maintenant, il faut commencer à ne pas non plus être trop pointilleux et avoir aussi une certaine souplesse parce que sinon la vie commune elle devient ingérable quoi. Tout à fait. Donc voilà, on va terminer petit à petit ce live parce que je vois l'heure qui avance, ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Il y a encore quelques questions sur le live, on va regarder un peu. Ils disent que... Attends, bonjour, vous mentionnez que le CDH a remis la question de l'immigration de côté. Or, durant cette législature, une de vos députées a soutenu l'enfermement d'enfants. N'était-il pas paradoxal? Alors là, je pense que tu te trompes, Nicolas, je sais pas, mais en tout cas, la position du CDH elle est très très claire par rapport à l'enfermement d'enfants, c'est non. Alors je sais qu'il y a un débat sur comment le projet de loi est arrivé au Parlement, mais en tout cas, on a eu la discussion au bureau politique, on est très clair là-dessus. L'enfermement d'enfants, c'est non, sous toutes ses formes. Les psychologues ont démontré que l'enfermement, même de quelques jours, a un impact super négatif sur le développement futur de l'enfant, et donc pour nous, c'est non dans toutes les langues. Et moi je pense que ma réflexion ne parlait pas du CDH en tant que tel, je parlais des partis démocratiques et du fait que ne pas trancher la question, ne pas, j'ai dit crever l'abcès je crois, ne pas crever l'abcès facilite l'émergence de positions radicales et d'extrême droite et je crois que c'est franchement souhaitable pour personne et donc c'était ça mon propos, donc c'est pas ce que j'ai dit. Alors, est-ce que changer le monde ne passe pas par faire de la politique autrement? Est-ce que le modèle actuel, tout comme le modèle socio-économique d'après-guerre, ne touche-t-il pas à sa fin? Ça je pense qu'on arrive au bout d'un système, c'est clair. Après, la différence c'est comment est-ce qu'on l'aborde? Est-ce qu'on l'aborde de manière révolutionnaire en voulant tout casser d'un coup? Est-ce qu'on l'aborde en étant au balcon et en regardant ce qui se passe et en se disant voilà, moi je veux pas participer à un système auquel je crois pas? Ou est-ce que on fait comme Sartre dit les mains sales, on se plonge les mains dans le cambouis, on y va à fond et on essaye de changer les choses de l'intérieur? Et je pense qu'au niveau de faire la politique autrement, ce qui est indispensable, c'est qu'on réinvente la participation citoyenne. C'est qu'on n'est plus dans une société qui accepte d'aller voter tous les 5 ans et puis de faire une confiance aveugle aux politiques de papa. C'est plus concevable pour notre génération, je crois. Et on doit se réinventer, on doit à la fois trouver un équilibre entre les discours de café du commerce qui auraient valeur législative et le fait de ne pas prendre la participation au quotidien, au niveau de certaines assemblées, au niveau des partis, au niveau de la société civile. Enfin voilà, donc je trouve qu'on doit réinventer la participation citoyenne, sinon on va vraiment complètement se déconnecter. Et là on le voit avec la méfiance qui grandit à l'égard des politiques, sur plein d'aspects, elle est bien légitime quoi. Et donc il y a énormément de critiques vis-à-vis du fonctionnement de la politique en règle générale, tout parti confondu, et je crois que c'est un défi, et surtout le fait que je crois que c'est Philippe Balkovia qui a écrit un article aujourd'hui ou hier, il n'y a plus d'élection après le 26 mai, pendant 5 ans, donc aucune. Et donc c'est vraiment un enjeu crucial, soit on se réinvente maintenant, soit dans 5 ans ça va être 100 fois pire. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on en est arrivé là. Quoi. Et quand tu parles de participation, peut-être pour terminer, annoncer qu'il y a quand même un chouette truc qui se passe, outre tous les jeunes qui vont aller encore marcher demain dans les rues, certainement dans toutes les villes en Belgique, et on vous y encourage franchement. Il y a aussi une chouette rencontre qui est organisée cet après-midi à Namur avec 400 à 500 élèves qui vont rencontrer les présidents de partis, tous les présidents de partis qui vont être là pour répondre aux questions des jeunes sur le climat.
Donc ça, c'est aussi une autre manière de faire de la participation. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça a souligné, c'est Marie-Martine, la ministre de l'enseignement, qui l'organise. Donc je trouve ça vachement positif. Et c'est cool aussi que ça se fasse de tous les présidents de parti, que Ouais. ça se fasse de toutes les couleurs, Ouais, parce ouais. que on n'a pas envie de nouveau qu'on se dise ah oui, on est meilleur que les autres, ou ah celui-là c'est le mauvais. Enfin, Chacun je trouve essaie de qu'il récupérer. y a quelque chose de dramatique dans le débat public à l'heure actuelle, c'est l'identification des méchants et des gentils, quoi. Enfin, c'est vraiment un monde où on clive entre les écolos bobo d'Ixelles et les fachos, quoi. Enfin, c'est d'une bêtise abyssale, parce qu'il y a du bon et du mauvais un peu dans tous les partis. Et là, le fait qu'il y ait cette dynamique de recevoir les rétos, enfin je crois que c'était rétos, Ouais. de recevoir les rétos, et que tous les présidents de parti le fassent, c'est que toutes les sensibilités vont pouvoir être entendues, écoutées, et peut-être trouver un relais dans un parti plutôt qu'un autre. Ouais. Et ça, je trouve ça super sain, et qu'on devrait aller beaucoup plus vers ça, quoi. Donc, Tu me confirmes que tu es bien CDH quand même? Parce qu'il y a une petite question, est-ce que tu es maire ou CDH? alors, je n'ai jamais été OMR, et donc j'ai été candidate sur une liste pluraliste qui représentait plusieurs couleurs politiques. Donc je suis CDH au sein de Mon Sang Mieux, de la même façon que d'autres étaient MR au sein de Mon Sang Mieux, ou XPS au sein de Mon Sang Mieux, Ouais. etc. etc. Donc, voilà. Voilà, ben merci, j'espère que ce live vous a plu. On vous retrouve mercredi prochain à midi, même heure, même endroit, pour décoder l'actualité du moment. A plus.